Donc, prochaine présentation. En fait, on va traiter de la politique de financement, politique d'achat de rente et d'autres modifications qui ont eu lieu récemment au règlement sur les régimes complémentaires de retraite. Donc, en effet, ces modifications-là ont eu lieu au règlement à la fin de l'année dernière. Donc, c'est tout chaud, là, c'est tout neuf. Puis, de ces modifications-là découlent certaines exigences et responsabilités. Donc, nos deux prochains invités, qui sont de Retraite Québec, vont en fait pouvoir nous parler de ces modifications-là dans le détail, nous les présenter. Donc, je vous présente nos deux invités. En premier lieu, Michel Montour, qui est vice-président aux politiques et programmes de Retraite Québec. Monsieur Montour est détenteur du titre de Fellow à l'Institut canadien des actuaires et de la Society of Actuaries. Il a entamé sa carrière en 90 à titre d'actuaire à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance, pour ensuite œuvrer au secrétariat du Conseil du Trésor, donc à partir de 1996. Après avoir occupé le poste de directeur de l'actuariat, régime retraite, à l'Université du Québec de 1988 à 2011. Il est revenu au secrétariat du Trésor, du Conseil du Trésor, au poste de directeur général de la rémunération globale. Puis en 2014, en fait, il a fait son entrée à la Régie des rentes du Québec comme directeur des régimes complémentaires de retraite. Merci d'être avec nous, M. Montour. Puis dans un deuxième temps, on va s'adresser à nous, M. Stéphane Gamache, qui occupe le poste de directeur par intérim à la direction des régimes complémentaires de retraite à Retraite Québec. En fait, il détient, M. Gamache, également le titre d'associé de la Society of Actuaries. M. Gamache a été membre de nombreux comités de retraite et de placement, notamment du REGOP et du RRPE. Merci à vous aussi d'être parmi nous. Et puis, sans tarder, je vous invite à les accueillir. Je laisse la parole à M. Montour. Merci. Alors, bonjour. Vous m'entendez bien? Des fois, je suis grand, donc je suis loin du micro. Alors, ça nous fait plaisir d'être ici, Retraite Québec, parmi, dans le fond, les syndicats. On est un organisme paritaire, hein, on se souvient, on est financé 50% dans bien des cas par les employés et l'autre 50% par les employeurs. Donc, ça nous fait plaisir. On va dans les forums paritaires, on va aller dans les forums patronales si on nous le demande, puis ça nous fait plaisir d'être avec vous. Donc, on va traiter, là, pour le... Ça, c'est... Parfait. On va faire... bouton de centre pour... OK. Bon, parfait. Pire est passé, s'habituer à une manette, là, c'est toujours compliqué. Il n'y en a pas une de pareille. Donc, le plan de présentation, ça va être en deux blocs. Le premier bloc, on nous a demandé de vous parler du nouveau règlement sur les régimes complémentaires de retraite. Donc, c'est un règlement là, qui a été publié un peu avant les fêtes là, dans la Gazette officielle et qui est entré en vigueur là, au début janvier, là, le 4 précisément. Également, les dispositions RCR, là, des régimes complémentaires de retraite, c'est ce que je vais appeler les RCR, ce n'est pas le cours de rémunération cardiaque. Là. Alors, quoi qu'il y en a qui, des fois, quand on les en parle trop longtemps, ils filent mal, là, mais je parle bien des RCR, là, des régimes. Donc, la loi 2, c'est ce que vous avez connu sous le nom de projet de loi 149. Ça a été adopté, c'est devenu la loi 2. Il y avait deux portions, celle que Marc-Antoine a brièvement couvert et de façon très complète. Ces explications, c'est la bonification du régime de rente du Québec. Mais il y a une partie un peu méconnue à la fin du projet qui a passé rapidement là, en commission parlementaire. Il a été adopté rapidement, ce bout-là, parce qu'il découlait d'un consensus du comité de travail CCTM, main-d'œuvre. Donc, il y avait évidemment déjà ce bout-là de règlement, de loi, fait un consensus entre les associations syndicales et patronales. Donc, on va vous en parler aussi. C'est surtout Stéphane, en fait, qui va vous en parler tout de suite après. Donc, le contexte, comme je vous expliquais, c'est entré en vigueur le 4 janvier. C'est issu
c'est un règlement, en fait, qui donne suite à la loi 29. C'est quoi la loi 29? On a fait une réforme qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2016. C'est surtout sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées. On sait qu'il y a beaucoup d'employeurs qui tendent à fermer le volet prestations déterminées parce qu'il y a trop de risques, la cotisation est trop volatile. Donc, on a changé les règles du jeu pour stabiliser la cotisation. Donc, rendre ça plus attrayant pour les employeurs, puis pour les régimes qui sont partagés, la cotisation. Bien évidemment, c'est intéressant aussi pour les participants qui cotisent d'avoir une cotisation un peu plus stable. Donc, grosso modo, on a enlevé des règles très volatiles comme la solvabilité. On a abandonné ça. On a fait une capitalisation modifiée. Donc, en bref, on a dit les taux d'intérêt, c'est trop variable, on s'occupe moins de ça, puis on va augmenter la marge là, de sécurité dans la cotisation pour stabiliser tout ça. Puis ça fonctionne très bien, là, ça répond aux attentes. Donc ça, pour compléter cette loi-là, il y avait 3 règlements qui en découlaient. Il en restait un, c'est celui-là. C'est le règlement général sur les RCR. Là, et c'est de ça qu'on va parler en premier. Donc, le premier morceau important, c'est dans ce régime-là, dans ce règlement-là, pardon, il y a la politique de financement qu'on va aborder, qui est une espèce de livre de recettes là, pour le financement. Il y a la politique d'achat de rente. Les achats de rente, ce n'est pas nouveau, mais on va voir pourquoi on a fait quelque chose là-dessus. Le partage des droits de conjoint, ce qu'on appelle, en gros, les divorces, là, quand on split le patrimoine. Prestations variables, mieux connues sur le nom de cotisation déterminée, décaissement. Donc, c'est comment décaisser là, dans une cotisation déterminée, entre autres. L'aide de crédit, c'est une façon de sécuriser le régime ou de financer. On va parler aussi d'assemblée annuelle et d'autres sujets. Donc, la politique de financement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une nouvelle exigence. Vous avez en fait les comités de retraite ou celui qui a le pouvoir de mettre en place cette politique-là. Il y a 1 an pour le mettre en place. Donc, les comités devront adopter ça d'ici le 4 janvier 2019, donc 1 an après l'entrée en vigueur. C'est un livre de recettes un peu pour l'actuaire, pour savoir un peu comment on veut financer. Donc, par exemple, quelle marge de manœuvre on veut se donner dans la cotisation. Est-ce qu'on veut une cotisation stable, un peu plus haute, mais stable, ou on veut cotiser le minimum? Donc, c'est la recette un peu du financement. Je n'avais pas... J'étais ici. Pardon. Donc, une fois qu'elle va être établie, qui va surveiller cette politique-là? Qui va la mettre en œuvre, etc.? Les comités de retraite auront la responsabilité d'assurer la cohérence entre la politique de placement, hein, comment on place nos sous dans différentes catégories d'actifs, et la politique de financement, donc comment on établit dans une évaluation actuarielle, il y a plusieurs méthodes, comment on établit le taux de cotisation. Donc, il faut que les deux soient cohérentes et les comités de retraite auront la responsabilité d'assurer cette cohérence-là. Donc, évidemment, si on souhaite, d'un côté, on a une aversion pour le risque, on ne veut pas que la cotisation fluctue trop, et donc, c'est ça que la politique de placement, de financement nous dit. Et de l'autre côté, on regarde la politique de placement, elle est très agressive, elle est 75% en revenus fixes risqués à la bourse. Bien là, il y a une espèce d'incohérence. Il faudra peut-être revoir la politique, soit changer la politique de placement, soit changer celle de financement. Donc, c'est un exemple là, de cohérence là, qui devra exister. Donc, la politique de financement, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Donc, elle doit contenir au minimum 5 points. Donc, elle doit décrire les principales caractéristiques de l'employeur, son secteur d'activité. On s'attend à quoi là-dedans? Pourquoi on demande ça? Bien, évidemment, un employeur dont le secteur est cyclique, qui est en baisse, etc., le risque n'est pas le même. Un employeur qui est créé qui existe depuis 100 ans versus un nouvel employeur, une PME qui émerge, pas la même chose non plus. Donc, est-ce que l'employeur est en bonne santé financière ou non?
Donc, c'est des exemples là, d'activités, de caractéristiques, de l'employeur qu'on devrait mettre dans cette politique-là. Donc, décrire le type de régime, les principales dispositions et caractéristiques démographiques. Quand on dit ça, c'est ce qui est susceptible, dans le fond, d'affecter le financement du régime. Donc, par exemple, un régime qui offre une rente indexée à plein IPC, donc qui couvre, qu'on indexe pour la pleine indexation, bon, on sait que ça rajoute un risque parce que l'inflation est volatile, c'est une variable qu'on ne contrôle pas. Donc, par exemple, c'est une caractéristique, dans mon exemple, qui devrait figurer à la politique de financement. Ensuite, définir les objectifs de financement à l'égard de la variabilité du niveau de cotisation et des prestations. Donc, il y a des stratégies qui existent pour ça. Ça serait bien, ça c'est obligatoire de mentionner ça. La stratégie, c'est facultatif, mais on suggère qu'une bonne politique de financement propose un peu le plan de match pour stabiliser la cotisation. De quelle façon on va y arriver? Ensuite, cette politique-là devra identifier les principaux risques de financement. Donc, on pense à des incontournables, comme par exemple l'effet d'une hausse de taux ou une baisse de taux dans le marché obligataire, le risque des marchés financiers. Si un régime est très mature, qu'est-ce que c'est un régime mature? C'est un régime qui a une grosse proportion de retraités. Donc, quand j'ai 4 retraités pour un cotisant qui paye, là, ça réagit là, quand il y a une crise financière beaucoup plus qu'un régime qui vient de débuter. Donc, c'est des caractéristiques là, de risque qu'il faut parler, la tolérance au risque. Donc, voilà. Je vais passer à la politique d'achat de rente. Donc, contrairement à l'autre politique qui s'appliquait à tous les régimes et qui est obligatoire d'ici 1 an, ça se veut plus un outil de gestion du risque additionnel. Quand je dis additionnel, c'est qu'il y a déjà moyen de faire des achats de rente, mais le risque, on assure ça chez un assureur, mais si l'employeur fait faillite, tout ça, ça ne protège pas tant que ça, en tout cas pas complètement les participants. Fait qu'on va voir qu'avec cette méthode-là, si un promoteur ou un comité décide de mettre une politique d'achat de rente en place, à ce moment-là, s'il suit les règles qu'on donne de façon facultative, s'il décide de les suivre puis de le faire, les achats de rente auprès d'un assureur pour un retraité, selon la politique, bien, il va avoir des avantages comme, par exemple, couper complètement le cordon avec le régime et l'employeur. Ça va être vraiment l'assureur qui va être responsable du paiement des rentes, peu importe s'il y a faillite. Donc, par exemple, maintenant, on appelle ça un acquittement final, c'est-à-dire qu'un acquittement final, ça sort complètement du bilan des états financiers du régime et de l'employeur. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça libère, dans le fond, le passif, ça le libère du passif. Donc, si vous avez un régime mature puis qu'il y a beaucoup de retraités, si vous allez en sortir une gang chez un assureur, bien, votre régime devient beaucoup moins mature, donc ça gère beaucoup le risque. Ça assure, dans le fond, des prestations retraitées. Donc, ça les protège là, si l'employeur fait faillite lorsque le régime est insolvable. Ni l'employeur ni le régime est insolvable, bien, il peut y avoir des pertes, on le sait, là, pour les retraités. Ça assure une sécurité donc aux retraités, mais également, ça diminue le risque de ceux qui restent parce que la cotisation va être beaucoup moins volatile pour les payeurs de cotisation qui sont encore dans le régime. Donc, ce n'est pas n'importe quelle rente qui peut faire l'objet, par contre, d'un achat. Donc, par exemple, ceux qui peuvent faire l'objet d'un achat, bien, les rentes qui sont déjà en paiement. Donc, les retraités actuels, on peut acheter leurs rentes, et donc auprès d'un assureur. Les rentes qui ont été demandées. Donc, j'ai fait ma demande de retraite tout de suite pour dans 1 mois, mais quand j'ai déposé ma demande, s'il y a un achat de rente, je pourrais être inclus dans ceux qui sont achetés. Les rentes achetées, il y a une autre catégorie, les rentes achetées établies, excusez, je vais reprendre ça, cette phrase-là, pour que ça soit simple. Je vous disais tantôt, il y a déjà des régimes qui ont acheté des rentes auprès d'un assureur, mais ils ont gardé le lien financier. Donc, ceux-là, si l'achat était fait et qu'ils respectent les caractéristiques, ils pourraient dire, OK, moi, je les considère dans cette politique-là, et donc, je libère pour les rentes qui ont déjà été achetées avant que ça existe, je libère le passif.
Ceux qui ne peuvent pas faire l'objet d'un achat de rente, bien, on pense aux rentes différées. On pense au secteur universitaire, au secteur municipal. Pourquoi exclure, par exemple, les rentes différées? Bien, c'est des gens, ceux qui ont quitté leur emploi, qui laissent l'argent là. Ils ont des choix tous les 5 ans de dire je le sors ou je le laisse là. Ils peuvent revenir au travail. Là, si les rentes ont été achetées et qu'ils reviennent au travail, vous voyez, il y a des complications, donc il y a des choses techniques à considérer qui font en sorte qu'ils ont été exclus. Donc, l'achat de rente, c'est bien beau, ça fonctionne numéro 1. Si, par exemple, l'assureur vous charge une prime d'assurance qui est plus faible que ce que vous aviez mis de côté pour ces retraités-là, bien, il n'y a pas de problème. Si c'est le contraire et que l'achat de rente coûte quelque chose et que ça détériore le régime, la santé financière du régime, même si ça baisse beaucoup le risque, ça baisse toujours le risque, mais des fois, ça peut coûter un peu trop cher. Donc, à ce moment-là, il y a une cotisation spéciale d'achat de rente, une nouvelle sorte de cotisation qui a été créée, que l'employeur devra verser dans la caisse. Pour cette raison-là, comme c'est l'employeur qui verse ça, bien, les employeurs devront consentir, là, avant un achat de rente qui détériore le régime, ils devront consentir à payer cette prime-là avant que l'achat se fasse. Donc, dans le fond, il y a 2 règles. Si le régime est déjà solvable à 105 % avant l'achat et que là, la prime est plus chère que ce que vous aviez mis de côté, donc après l'achat de rente, le 105 diminue à 102 %. Bon, ça reste au-dessus de 100, il ne se passe rien. Si, par exemple, le régime est à 90 % avant l'achat de rente, et là, ça détériore à, pour dire de quoi, 85 %, à ce moment-là, il va y avoir une cotisation pour remonter le taux de solvabilité à 90, là où il était avant l'achat de rente. Donc, autrement dit, ça va diminuer le risque, mais en plus, ça ne détériorera pas la santé financière du régime. Vous avez un exemple ici. C'est un peu ça que je viens de vous expliquer. Donc, on a un régime qui, par exemple, a un actif sur base solvabilité de 90 millions, un passif de 100 millions. Donc, le ratio de solvabilité qu'on appelle, c'est 90 sur 100. Donc, le ratio actuellement, là, dans le régime avant l'achat de rente, est de 90 %. On décide de faire un bloc d'achat de rente. Là, on voit là, probablement 10 % des retraités sont achetés. Donc, 10 millions, c'est la valeur du passif des retraités qu'on veut acheter. Et la prime de l'assureur, elle est 12 millions. Donc, on avait mis de côté, on avait prévu que ça coûterait 10 millions, ça en coûte 12. Donc, il y a une perte de 2 millions. Ça fait en sorte que le ratio de solvabilité descend autour de 86,5. Donc, il faut remonter à 90. Donc, dans ce cas-là, il faudrait que l'employeur, vous avez le calcul ici, là, comme Marc-Antoine, on s'est bien amusé à faire ça, là, c'est ce calcul-là. Donc, il faut qu'il y ait un 3 millions là, qui soit versé par l'employeur dans la caisse. Donc, tout le monde est gagnant, il y a moins de risques. La meilleure façon, en passant, de faire des achats de rente, là, ça, on le permet, là, c'est écrit sur notre site Internet maintenant, c'est de séparer les caisses. Donc, si vous achetez toutes, ça dépend de la quantité de retraités, mais si vous achetez tous les retraités, tous les rentes de retraite, vous allez avoir un régime qui est tout neuf, qui a juste des actifs. Fait que vous pourriez dire, je scinde le régime en 2, je me crée un nouveau régime où je mets tous les retraités dedans, puis c'est l'assureur qui l'a au complet, donc j'ai plus de risque. Et pour ceux qui restent, les actifs, évidemment, bien là, on est un cotisant pour un retraité, là, donc tout le monde, il n'y a pas de retraité, fait qu'il y a moins de risques, ce qui fait que la cotisation, pour ceux qui restent, pourrait baisser, là, et le risque aussi. Donc, c'est une façon là, qu'on ne permettait pas avant, mais avec cet outil-là, je pense que ça peut être avantageux de regarder si on ne peut pas créer 2 régimes séparés. Donc, juste pour terminer sur la politique d'achat de rente, il y a certaines exigences qu'il faut mettre. Donc, par exemple, les circonstances qui donnent l'ouverture à une rente. Donc, ça veut dire on ne choisit pas n'importe qui, on ne veut pas qu'il y ait de sélection, là, que l'employeur dise, bien moi,
Je sens que ça va mal, mon régime ou mon état financier. Donc, je vais choisir tous ceux qui sont cadres, puis je vais les assurer, puis le reste, je ne les assure pas. Donc, c'est pour ça qu'on met des règles. Il y a également le critère de sélection des rentes, mais aussi le processus d'appel d'offres en bonne et due forme pour pas qu'un assureur soit favorisé ou pas. Donc, s'il y a plus qu'un assureur, ça assure une compétitivité dans les tarifs. Donc, c'est ça les obligations pour la politique d'achat de rente. Maintenant, on va passer au partage du patrimoine, qui est le sujet le plus technique. Je vais passer la parole à Stéphane. Et on va essayer de ne pas faire ça trop compliqué. Bonjour tout le monde. Le prochain point, c'est le partage de droits entre conjoints. Aujourd'hui, on va être très succinct. C'est l'aspect le plus technique du règlement. D'ailleurs, il y a environ un mois, on a donné une formation de 3 heures sur le sujet là, aux actuaires et aux experts là, sur la question. Présentation à laquelle il y a eu beaucoup de participation, donnée par nos 2 experts, là, Jacqueline Beaulieu chez nous, puis Benoît Saucier. Puis Jacqueline Beaulieu, là, ça fait plusieurs années, je ne dirais pas le nombre d'années chez nous, mais c'est l'expert chez nous là, de toutes ces questions-là. Pourquoi il fallait ajuster ces modalités-là? Bien, depuis le 1er janvier 2016, il est permis dans certains régimes d'acquitter les participants qui quittent au degré de solvabilité. Donc, il y a des régimes qui ont fait ça, donc ça crée des nouveaux enjeux dans les partages. Et aussi, il y a des régimes qui ont eu des restructurations de leurs services passés, comme vous le savez. Donc, ça créait de nouvelles situations. Puis, il fallait s'assurer là, que le partage était autant c'était équilibré pour la personne qui quittait, qui était l'ex-conjoint, mais également le participant qui restait dans le régime. Une particularité, pour l'ex-conjoint, il n'y a à peu près aucun changement dans les droits qui lui sont versés. Il est acquitté, l'ex-conjoint, à 100 %. Puis, toutefois, maintenant, il est obligé de quitter le régime. Donc, comme les gens qui décèdent, la prestation doit être versée, dans ces cas-là, le paiement est fait à 100 %, même dans les régimes qui acquittent au degré de solvabilité, c'est la même chose pour l'ex-conjoint. Maintenant, il est obligé de sortir. Mais il faut dire que la plupart des régimes l'obligeaient déjà que les fonds pour l'ex-conjoint sortent du régime. Donc, le deuxième point, c'est qu'il ne tient pas compte du degré de solvabilité. L'ex-conjoint est acquitté à 100 %. Puis, ces modifications-là s'appliquent à tous les régimes à prestations déterminées, là, les régimes du secteur privé, mais également du secteur municipal et universitaire. Donc, au besoin, là, on demeure disponible pour répondre aux questions plus fines sur la question, mais on a consulté les experts de plusieurs firmes d'actuaires. On a eu des commentaires aussi lors de la publication du règlement, on a apporté les ajustements là, pour trouver un juste équilibre là, dans la protection de toutes les parties impliquées. Aussi, il y avait des nouvelles réalités, là, je l'indique ici, d'un régime à cotisation négociée. Il y a certains régimes à cotisation négociée qui, eux, acquittent au degré de solvabilité automatiquement. C'est la nature même du régime. Donc, dans ces cas-là, l'ex-conjoint n'est pas acquitté à 100 %, mais il est acquitté au degré de solvabilité du régime, là, parce que c'est la nature même de la construction de ce régime-là. Puis aussi, certains régimes peuvent être restructurés ou ont été restructurés, là, comme au 1er janvier 2014 ou un petit peu plus tard, là, selon certaines situations. Bien, les effets de ce règlement-là sont rétroactifs à cette date-là pour s'assurer que le participant qui demeure dans le régime ne soit pas coupé, là, je dirais, 2 fois. Donc, c'est une mesure transitoire qui est en place. Prestations variables, c'est une nouvelle disposition, nouvel outil pour les régimes à cotisation déterminée. Donc, c'est quelque chose qui est facultatif. Les régimes à cotisation déterminée qui le veulent peuvent modifier leur régime pour permettre des prestations variables. Actuellement, jusqu'à tout récemment, un régime à cotisation déterminée, quand tu quittais le régime ou tu prenais ta retraite, tu étais obligé de sortir tes fonds du régime à cotisation déterminée puis t'en aller vers une banque, un assureur pour prendre un outil de gestion individuelle. Maintenant, le régime qu'il veut peut conserver ces gens qui prennent leur retraite, ceux qui le désirent, évidemment.
il va toujours rester, même s'il modifie le régime, le participant va toujours avoir l'option de laisser son argent dans le régime ou de la sortir. Mais en restant dans le régime, souvent, il va pouvoir profiter de la mise en commun de beaucoup plus gros montants d'argent et de frais beaucoup plus faibles. Donc, des meilleurs rendements et idéalement une meilleure perspective. Puis pour le régime, ça lui permet de conserver des actifs plus élevés pendant une plus longue période. Donc, souvent, d'amortir ses frais sur un plus gros actif. Ça, il y a déjà des régimes qui ont fait des modifications dans ce sens, puis qui attendaient ça là, depuis plusieurs années. D'ailleurs, il y en a que c'est public. Il y a le régime de retraite des chargés de cours, qui est quelqu'un ici qui est à ce régime-là. Sur leur site Internet, ils font part des modalités, là, donc je peux le dire. Là. Puis il y a eu un article dans la revue Avantage. Là. Donc, c'est une nouvelle facilité, une nouvelle option qui est offerte. Donc, le règlement, il prévoit, ça devient un peu les mêmes modalités que si la personne transfère ses fonds dans un fonds de revenus viagé. Donc, il y a un minimum qu'il doit sortir à chaque année. Ça relève des règles fédérales de l'impôt. Puis, il y a un minimum, il y a un montant maximum qu'il peut retirer. Puis ça relève des règles provinciales qui sont sous notre supervision. Donc, c'est les mêmes modalités que s'il va dans un produit individuel, mais à l'intérieur même du régime. Donc, à chaque année, le participant ou le conjoint de celui-ci doit déterminer le revenu à recevoir. Un petit ajustement plus technique dans le règlement. Suite à la nouvelle loi, il y avait des niveaux minimums là, de surplus pour pouvoir utiliser un excédent d'actifs par un régime. Donc, maintenant, il faut que le régime soit solvable à 105 %. Là, on parle du secteur privé. Puis, il faut que l'actif, selon l'approche de capitalisation, il faut que le régime soit solvable à 100 % plus la provision de stabilisation plus 5 %. Donc, il a fallu arrimer le règlement pour comment, à quel moment des lettres de crédit peuvent être enlevées. Là. Il faut que ces seuils-là soient dépassés. C'était des ajustements, je dirais, de concordance. Au niveau de l'Assemblée annuelle, il y a de nouvelles informations qui doivent être divulguées. Donc, plus d'informations pour les participants, suite, entre autres, à des changements là, qui découlaient de la loi. Il faut qu'ils fassent part des risques liés au financement du régime. On le disait que dans la politique de financement, il faut faire part des risques. Mais lors de l'Assemblée annuelle, il faut divulguer ça aux participants. On parle, donc, c'est une nouvelle exigence pour assurer la plus grande transparence possible. Et aussi des mesures qui ont été prises pour gérer ces risques-là. Par ailleurs, s'il y a eu des achats de rente, on disait que c'est maintenant facultatif de le faire, bien, ça doit être divulgué à l'Assemblée annuelle. La prime qui est exigée par l'assureur, s'il y a eu une cotisation spéciale d'achat de rente, puis l'impact sur le degré de solvabilité. Donc, toute cette information-là, s'il y a lieu, évidemment, doit être maintenant divulguée à l'Assemblée annuelle aux participants. Il y a eu d'autres ajustements qu'il fallait faire au niveau des relevés annuels et de relevés de départ. Entre autres, là, maintenant, il y a des régimes qui acquittent au degré de solvabilité. Bien, dans le relevé de départ, il doit y avoir des ajustements qui sont faits à cet égard. Au niveau du relevé annuel, aussi, on doit faire part de la provision de stabilisation du régime dans le relevé annuel. Donc, il y a eu des changements à la loi. Bien, il y a eu de l'information additionnelle maintenant là, en lien avec ça qui doit être dans les relevés pertinents. Donc, c'était prévu par règlement, puis il fallait faire ces ajustements-là. Au niveau des rapports d'évaluation actuarielle, il y a des petites informations additionnelles. On disait qu'un achat de rente pouvait générer une cotisation d'achat de rente. Bien, les rapports pertinents, là, on a ajouté certaines informations qui doivent être fournies là, dans ces rapports-là à cause de ces nouvelles réalités-là. Puis, il y a des petits ajustements d'informations additionnelles dans les relevés lors de fusion de régime de retraite, lorsqu'un processus de consultation est requis. Quand il y a une fusion de régime de retraite, là, puis ça fait trop varier, dans certaines circonstances, il doit y avoir une consultation,
bien, évidemment, il y a des informations prescrites dans cet avis-là pour la consultation. D'autres petits éléments d'information dans les rapports de terminaison, puis dans les relevés de droit lors d'une terminaison de régime de retraite, là, quelques petites informations additionnelles qu'on a dû maintenant ajouter. Depuis le 1er janvier, la télécommande, elle devrait marcher. Elle est ouverte. Avant, il y avait des... Bon, récemment, jusqu'à janvier 2016, il y avait des évaluations actuarielles annuelles. Maintenant, lorsque le degré de capitalisation du régime dépasse 90 %, il y a une évaluation seulement triennale qui est obligatoire. Il doit y avoir des avis de la situation financière qui sont présentés entre les dates. Donc, dans cet avis-là, c'est un nouvel outil qui est plus simple qu'un rapport actuariel, qui coûte un peu moins cher à produire, il y a moins de frais pour le régime, c'est un des objectifs. Bien, il n'y avait pas, au niveau des modalités, des pénalités, on appelle ça des droits, qui s'appliquent lorsqu'il est produit en retard. Il fallait ajuster le règlement pour faire en sorte que des pénalités s'appliquent s'ils sont produits, évidemment, après la date prévue. Donc, l'année passée, il y avait des avis à produire. Certains régimes en ont produit, mais le règlement n'était pas encore en place pour faire en sorte que des pénalités s'appliquaient si les gens étaient en retard. Mais là, tout ça, c'est régularisé maintenant. Donc, ça fait le tour là, des modifications réglementaires. C'était des choses qui venaient compléter la réforme de janvier 2016. On a publié des informations sur notre site Internet, dont la lettre 32, qui viennent donner des informations additionnelles par rapport à notre présentation d'aujourd'hui. Puis évidemment, notre service à la clientèle est toujours disponible. Là, vous pouvez rejoindre par courriel ou par téléphone pour répondre à des questions plus fines à cet égard. Oh. J'ai donné un... OK. Maintenant, un sujet là, distinct. Michel l'a indiqué tout à l'heure, il y a eu un projet de loi qui a été sanctionné le 22 février 2018 sur le régime de rente du Québec, mais ça incluait, ce projet de loi-là, des modifications à la loi sur les régimes complémentaires de retraite. C'était des modifications qui venaient apporter des ajustements là, qui découlaient du projet de loi sur les nouvelles règles de financement depuis janvier 2016. C'était issu d'un consensus au comité consultatif Travail-Main-d'œuvre, dans lequel il y avait des représentants, évidemment, du patronat, mais également des syndicats, dont la FTQ qui était représentée. Donc, il y a eu un consensus sur certains ajustements qu'il fallait apporter. Donc, c'est les deux premiers points, l'affectation d'excédent d'actifs, clause banquier. Puis aussi, on a aussi apporté certaines modifications qui étaient des allègements administratifs, là, qui faisaient également consensus, là, puis qui étaient dans le but d'alléger l'administration des régimes. Bon, je rappelle brièvement les règles, je l'ai dit tantôt, là. Qu'est-ce qu'un excédent d'actifs en vertu de notre loi? Donc, il faut que, selon l'approche de capitalisation, le régime soit capitalisé à 100 % plus la valeur de la provision de stabilisation, qui est généralement, en moyenne, disons 15 %, pour faire un exemple simple, plus 5 %. Dans mon exemple, 100 plus 15 plus 5, il faut que ce soit capitalisé à 120. Il faut également que ce soit solvable à 105 %. Donc, on ne parle pas d'excédent d'actifs si on n'est pas dans une situation comme ça. Une situation comme ça, c'est un régime qui est en bonne, même très bonne situation. On a apporté certains ajustements à la loi pour donner un peu plus de flexibilité dans l'utilisation de ces excédents-là, pour donner suite principalement à des ententes négociées et des dispositions qui avaient déjà été négociées puis prévues là, dans les régimes et ou les conventions collectives. Donc, c'était pour de respecter les ententes existantes puis de donner un peu plus de flexibilité aussi dans les discussions ou les négociations. Par exemple, un excédent actif pourrait être utilisé maintenant, s'il était négocié ainsi, là, pour un congé de cotisation et ou pour une bonification au régime. Il y a une plus grande flexibilité pour les parties pour son utilisation.
clause banquier, c'est quoi? Dans la loi, on appelle ça comptabilité particulière. Là, c'est un grand terme. Là. Moi, je suis actuaire, je ne m'amuse pas avec ces mots-là. C'est un peu aride, là, mais dans le fond, c'est une comptabilité qui fait en sorte que quand quelqu'un, par le passé, c'était généralement l'employeur, mais avec le partage du coût, ça devient différent. Lorsque quelqu'un a payé une cotisation pour rembourser un déficit, j'exprime ça là, de façon générale, bien, ça s'accumulait dans un compte, puis il disait, bien, il a payé une cotisation pour payer un déficit, bien, s'il y a des excédents d'actifs un jour, bien, il pourra les utiliser, disons, en priorité. Souvent, c'était l'employeur qui faisait ça, mais depuis janvier 2016, dans les régimes qui partagent le coût, évidemment, ça peut être autant l'employé qui a payé une partie du déficit, donc il pourra utiliser ces sommes-là en cas d'excédent d'actifs en priorité, selon ces comptes-là qui s'accumulent dans le régime. Puis qui doivent être divulgués, ces montants-là doivent être divulgués dans l'évaluation actuarielle, entre autres. Donc, jusqu'à maintenant, c'était les cotisations de déficit, puis les cotisations pour de déficit de stabilisation qui rentraient dans la clause banquier. On a ajouté 2 nouvelles situations. La dernière, la cotisation spéciale d'achat de rente. Bon, c'est nouveau, l'employeur peut avoir à verser une cotisation spéciale d'achat de rente, mais dans ces cas-là, ce montant-là s'ajoutera dans sa clause banquier. Et aussi, si l'employeur décide de rembourser des lettres de crédit puis de mettre de la vraie argent à la place, il faut comprendre que quand l'employeur met une lettre de crédit dans un régime de retraite, c'est pour payer un déficit. Quand il paie le déficit, d'une façon générale, là, par le passé, il y a des petites particularités, mais il mettait une lettre de crédit à la place d'une cotisation de déficit. Et ça ne va pas, à ce moment-là, dans la clause banquier. Mais si au moment où il peut décider de mettre l'argent, mettre 500 000 $ et retirer sa lettre de crédit de 500 000 $, ce montant-là, évidemment, était attribuable à un paiement de déficit de sa part, donc il va dans la clause banquier. C'était des ajustements qui étaient nécessaires. Pour terminer, il y avait des petits ajustements qu'on a fait, des allègements administratifs. C'est d'ailleurs, chez Retraite Québec, ça nous est demandé dans notre plan stratégique. C'est pas juste pour ça qu'on le fait, mais ça fait partie de ce qu'on veut faire, puis on veut en faire d'autres dans les prochaines années, des allègements pour essayer de simplifier puis le travail, puis de diminuer aussi les coûts afférents là, des promoteurs de régimes, puis des régimes de retraite. Là. Donc, on a premièrement l'avis sur la situation financière dont je parlais tantôt, qui est un nouvel outil. On l'exigeait pour le 30 avril. C'était lourd pour les comités de retraite, pour tous les gens impliqués. Pourquoi, entre autres, au 30 avril, souvent les états financiers vérifiés ne sont pas disponibles encore. Donc, il fallait estimer l'actif. Ça créait des travaux additionnels, des coûts additionnels, entre autres. Donc, on a accepté de le déplacer au 30 septembre, donc la même date que l'évaluation actuarielle. Ce qui risque, d'ailleurs, ce qui était demandé par... On a eu plein de demandes à cet égard, ce qui vient aussi potentiellement là, réduire le coût de faire le travail. Donc, c'est favorable pour les régimes. Un autre petit point, dont je disais depuis janvier 2016, certains régimes acquittent au degré de solvabilité. Puis là, la façon que la loi était écrite, tu recevais ton relevé de départ avec le degré de solvabilité au moment du calcul, disons qu'il était 88 %. Mais si entre le moment où le calcul était fait et où, après ça, tu recevais le formulaire, tu décidais d'un remboursement, puis le moment où tu es payé, s'il se passait quelques mois entre les deux dates, puis que le degré de solvabilité, disons, s'il changeait, parce qu'il y avait un avis ou une évaluation actuarielle entre les deux dates, bien, tu étais acquitté au degré de solvabilité au moment de l'acquittement, qui avait pu monter, mais qui va descendre également, ce qui créait là, des difficultés pour prendre une décision. Maintenant, on est venu cristalliser les choses. L'acquittement est fait selon le degré de solvabilité au moment du calcul. Donc, l'information que le participant reçoit dans son relevé, elle est exacte, elle ne changera pas. Donc, c'est beaucoup plus simple pour prendre la décision. Puis, sur le plan administratif aussi, c'est plus simple. Il n'y a pas à refaire de calcul l'administrateur. On sauve des coûts, puis une plus grande facilité, là, de transparence pour la décision. Puis une dernière chose, pour l'Assemblée annuelle, il fallait la convoquer dans les 6 mois
suivant la fin de l'exercice financier, qui est dans la grande majorité des cas le 31 décembre, donc il fallait la convoquer avant le 30 juin. On a porté ça à 9 mois. Pourquoi? Il y a plusieurs années, le relevé annuel devait être produit avant le 30 juin dans les régimes de retraite. Ça créait toutes sortes d'enjeux. Il a été changé au 30 septembre, donc 9 mois. Mais on avait le délai pour convoquer l'Assemblée annuelle n'avait pas été changé. Donc, c'est plus simple comme ça. Plusieurs régimes de retraite vont pouvoir envoyer le relevé annuel et convoquer à l'Assemblée annuelle en même temps, s'ils envoient le relevé, disons, en août ou en septembre. Donc, c'est plus simple administrativement, puis ça diminue les coûts et la complexité pour les régimes de retraite. Donc, ça, c'est des allègements là, qui étaient souhaités puis qu'on a fait dans ce projet de loi-là. Bien, merci de votre attention. On est disponible pour prendre vos questions. Selon le sujet, là, Michel ou moi, on pourra y répondre. Je pense qu'il va en avoir. Je vais m'occuper de ça, si vous voulez, ouais. Merci beaucoup à vous deux. Fait qu'effectivement, je pense qu'il va y avoir quelques questions. Le micro 1, déjà, je vous écoute. Oui, bonjour messieurs. La question est pour M. Montault Marc-Ranger du SFP. Concernant les politiques de financement pour le régime à prestations déterminées, vous avez parlé d'un nouveau règlement qui est en vigueur depuis le 4 janvier et qui donne jusqu'au 4 janvier 2019 pour la mise en place de ces politiques de financement-là au niveau des régimes à prestations déterminées. Ce qu'on constate là, depuis à peu près un mois, parce que dans votre propre présentation, vous dites, bon, tous les régimes à prestations ont l'obligation d'établir cette politique pour le 4 janvier 2019. Cette politique est faite par celui qui a le pouvoir de modifier le régime. Ce qu'on constate actuellement, puis chez nous, là, les comités de retraite, évidemment, voient à la bonne marche des régimes de retraite, mais c'est les parties négociantes qui établissent les régimes de retraite puis qui les modifient. Si je parle du secteur municipal, c'est les syndicats avec les municipalités qui conviennent de modalités. Secteur transport, c'est la même chose, secteur universitaire, puis partout, là, ce qu'on constate, ce qu'on voit depuis 2 mois, c'est que c'est des firmes d'actuaires qui mettent beaucoup de pression, je ne les nommerai pas, mais c'est toujours un peu les mêmes, là, qui veulent prendre le contrôle des politiques de financement. Puis je voulais voir, parce que vous avez dit tantôt Retraite Québec paritaire, content d'entendre ça, mais un régime de retraite, c'est aussi paritaire, c'est au bénéfice des employés, négocié par les employés. Et le danger de laisser un comité de retraite ou des firmes, comité de retraite où la gouvernance, on n'est pas toujours paritaire, ou de laisser des firmes externes établir les politiques de financement, c'est que dans ce cadre-là, on voit, puis c'est une nouvelle tendance, on dit, bien, il va y avoir une politique de placement différente pour les retraités, des actifs. Puis ça pourrait compromettre l'indexation future au niveau des rentes de retraite. Fait que je voulais voir si on a bel et bien la même compréhension et que Retraite Québec ne fera pas obstacle. Parce que pour nous, au SCFP, puis je pense que c'est un peu partout pareil, là, nous sommes, et c'est le syndicat qui, dans ce cas-ci, devrait se mêler de la politique de financement parce que ça peut avoir un impact. Si c'est une politique de financement qui est trop restrictive, non seulement on a passé au cash avec les lois, mais encore, on va être obligé de revoir peut-être certains droits parce qu'on aura des politiques qui seront trop restrictives. Fait qu'est-ce qu'on a la même compréhension? Oui, on a la même compréhension. En fait, il y a des cas clairs, il y a des cas moins clairs. En fait, de façon, les cas où ça va vous déplaire, le bout de la réponse qui va vous déplaire, c'est quand c'est clairement écrit dans le texte du régime que c'est l'employeur qui peut faire les modifications unilatéralement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est regarder qui a le droit de modifier le régime. Parce que mettre en place la politique de financement, on l'a traité comme si c'était une modification au régime, bien que ça ne change pas le texte de régime. Donc, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Donc, si vous avez un régime dans lequel, par exemple, l'employeur paye tout, il n'y a pas de participation de cotisation employée et que, habituellement, c'est lui qui décide des modifications, bien, ça sera le cas. Mais je ne pense pas que c'est la majorité. Donc, ceux qui n'ont pas cette clause-là dans leur texte de régime, bien, là, souvent, ça va être effectivement négocié. Et il ne faut pas voir ça comme un embûche. C'est vraiment un outil utile. Donc, là-dedans, on va devoir dire, surtout quand il y a une cotisation là, de la part des travailleurs, on doit demander c'est quoi la version, c'est quoi le degré de tolérance au risque. Monsieur l'employeur, êtes-vous capable de
prendre le solde du coût puis d'absorber les cotisations, ou si c'est partagé, est-ce que les employés sont prêts à absorber une cotisation qui est volatile, ou ils préfèrent mettre peut-être 1% de plus pour stabiliser? Donc, c'est des discussions qui, inévitablement, dans des régimes comme ça, vont avoir lieu entre les parties. Merci. J'aime bien la première partie de votre réponse. Merci. Micro 2, oui. Bonjour. Juste pour compléter, s'il y a un différent là-dedans, c'est pas la responsabilité de Retraite Québec, ça sera vos mécanismes d'arbitrage de différents habituels. Bonjour. Régent Baudet, je suis sur mon comité de retraite à Groupe TVA depuis environ 20 ans. On est évidemment un régime au fédéral parce qu'on est une compagnie de communication. Donc, j'ai compris vos explications et je n'essaierai pas de vous poser des questions sur le régime provincial où vous allez être incollable. Sur la politique d'achat des rentes, cependant, qu'on soit au fédéral ou au provincial, c'est un peu la même chose. Et on vient de passer à travers 10 années extrêmement difficiles dans les régimes de retraite. Nous, on a réussi à conserver notre régime de prestations déterminées malgré des pressions immenses à toutes les négociations. C'est un risque de conflit de travail à toutes les négociations. Et pendant des années, on a eu à vivre avec des déficits, on a eu à faire des compromis pour garder notre régime. Et là, comme les taux d'intérêt vont augmenter, comme par hasard, là, tout d'un coup, on va vouloir passer à cette étape-là du côté de l'employeur. C'est-à-dire qu'on va vouloir s'immuniser de tous ceux qui sont à retraite ou qui approchent de la retraite et vendre les rentes et dire on est débarrassé, on les a plus. Alors que vont arriver, sans doute, pour les régimes à prestations déterminées, des surplus importants. Tout ce qui était engrangé pendant des années par les bons rendements qu'on a eus à la bourse, qui était retenu à cause des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas, alors que les taux d'intérêt vont augmenter, la pression va être très grande encore là, ces syndicats, ces agents négociateurs et sur les comités de retraite, où l'employeur est souvent majoritaire, pour dire on va se débarrasser des rentes de tous les retraités. Et un coup qu'on va s'en être débarrassé, quand les surplus vont arriver, l'employeur va trouver la formule magique de dire je vais prendre des congés de cotisation. Donc, quand on regarde votre première slide, qui est à la page 3-4, je ne sais pas, il n'y a pas de page, ça dit l'achat des rentes fait conformément à la politique, libère le régime de ses engagements envers les rentiers, je dirais plutôt libère l'employeur de ses engagements. Là. Et le troisième diminue le niveau de risque du régime, diminue le niveau de risque de l'employeur. Puis le deuxième, où j'ai un autre questionnement, assure la sécurité de prestation des retraités. Qu'est-ce qui arrive si l'assurance, la compagnie d'assurance fait faillite, si elle n'est pas capable de livrer? Donc, on se détache de nos retraités. Oui, l'employeur avait des obligations, il se détache de ses obligations. On va vendre les rentes de nos retraités. Et ce qui se passera après ça avec la rente, ce ne sera plus notre problème. Et qu'est-ce qui va arriver avec les surplus? Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose de simple, surtout après les 10 ans qu'on vient de vivre. Ça semble un petit peu comme anodin, c'est comme juste des procédures qu'on dit « Ah, c'est possible, on peut le faire, tout est correct ». C'est pas si simple que ça, ces histoires-là. Merci. Je vais essayer d'y aller bout par bout. D'abord, vous êtes inquiet pour la santé financière du régime en disant, ils vont se débarrasser de ça, ça va faire des surplus, les régimes de retraite, ça s'en vient en surplus. Là-dessus, les taux de solvabilité sont à peu près autour de la médiane ou la moyenne, si vous aimez mieux, à peu près autour de 97, je dirais. Donc, on est loin du 105 que ça prend, que Stéphane a expliqué tantôt. Puis, sur la base capitalisation, les régimes, ils ne sont pas encore à 100 %. Puis, dans l'exemple qu'on a donné, la plupart des régimes doivent aller à 120 %. Donc, quand vous dites payer des congés de cotisation, là, il faut que ces deux critères-là surviennent. Et si ça survient, les syndicats et les patrons se sont entendus pour que, à moins que le texte soit d'autre chose, ils peuvent négocier des clauses, mais ça pourrait arriver, oui, des congés de cotisation aux patrons, mais si c'est ça qui a été décidé, et seulement si c'est à 120 % de capitalisation, donc on parle là, dans plusieurs années, puis si on se rend là, tant mieux, ça veut dire que le régime va être en santé. L'autre chose, vous dites, l'employeur va se débarrasser du risque. Si l'employeur paye
toute la cotisation, vous avez raison. Dès qu'il y a une cotisation partagée, comme je le disais tout à l'heure, c'est très difficile de garder une cotisation stable pour les travailleurs et l'employeur. Et à mon avis, si l'employeur voit sa cotisation monter beaucoup, de toute façon, aux prochaines négociations, il va vous en parler, j'imagine, sur d'autres choses. Donc, je pense que tout le monde gagne à enlever du risque au régime. Après ça, vous avez parlé de les faillites d'employeurs ou versus la compagnie d'assurance. Bien, dans la plupart des employeurs, on en surveille 1000 des régimes. Je vais vous dire qu'il y en a plusieurs employeurs qui sont pas mal moins solides que des compagnies d'assurance. Si jamais ça arrivait, que la compagnie d'assurance fait faillite, il existe, là, avant c'était la SIAP, maintenant c'est Assuris, là, qui embarque, là, tous les assureurs cotisent une cotisation à ce fonds-là. Et il y a des indemnités là, qui embarquent. Donc, est-ce que c'est plus ou moins risqué? Moi, je vous dirais, je nommerai pas de nom, là, mais il y a certains employeurs où j'aimerais mieux que ce soit l'assureur qui paye et non l'employeur. Bien, je vais vous challenger avec quelques commentaires. Premièrement, nous, on est déjà solvable depuis 2 ans. Et en continuité, mettons, on est rendu à 128 % surplus. Quand les taux vont augmenter, ce qu'on calculait, un exemple, c'est notre solvabilité montait de 8 millions du quart de %. Ça monte énormément vite. Là. On parle d'une caisse de 200 millions, là, et il y a des caisses bien plus grandes que la mienne. Et quand les taux vont augmenter, les taux de solvabilité vont augmenter extrêmement rapidement. Là. Ça ne sera pas... quand on dit on est peut-être à 98, là, si les taux augmentent d'1 % à 1,5 %, il y a des solvabilités qui vont dépasser de loin de 100 %, ça ne sera pas long. C'est très rapide, dépendant du degré de maturité de la caisse. L'autre affaire, en 2006, un exemple, on avait eu un surplus à TVA et j'ai réussi, en négociant, à aller chercher un surplus pour l'ensemble des travailleurs, puis je suis allé chercher également un surplus pour les retraités de 2 % cette année-là, alors qu'ils étaient déjà à retraite. Mais si on les a immunisés et on les a envoyés dans une compagnie d'assurance, bien, si on a des surplus dans 4-5 ans, puis on est rendu à 130-140 %, on ne pourra pas leur donner cet argent-là. Donc, c'est une autre façon aussi de les mettre de côté, alors que, comme je le dis, là, dans les 10 dernières années, là, il y a énormément de travailleurs qui ont dû souffrir dans leurs conditions de travail, dans leurs négociations, et qui ont dû faire des compromis à même le régime de retraite ou dans leurs conditions de travail. Donc, je le dis, c'est pas si simple que ça. Et il y a des grands avantages pour les employeurs à s'en aller là-dedans. Ils vont mettre énormément de pression. Et je ne vois pas beaucoup d'avantages pour les travailleurs. On va conclure là-dessus, d'ailleurs. Merci. Vous vouliez rajouter un truc ou... non? OK. Bien, votre information, toutefois, si votre régime est de juridiction fédérale, les règles que j'ai décrites aujourd'hui ne s'appliquent pas à votre régime. Là. Juste pour le préciser. Puis, celui qui peut mettre en place une politique d'achat de rente, c'est comme la politique de financement, c'est celui qui a le pouvoir de modifier le régime. Donc, si le syndicat est impliqué, il est impliqué également dans l'établissement de la politique d'achat de rente. Puis, il peut prévoir ces enjeux qui lui sont propres. Donc, dans ces cas-là, il a droit au chapitre. C'est un outil de gestion de risque là, qui a été recommandé d'ailleurs là, par des experts externes. Là. Puis le rapport d'Amour là, en faisait mention comme un bon outil de gestion de risque dans les régimes. Bien, merci beaucoup. Écoutez, ces modifications-là au règlement amènent des nouvelles exigences, des devoirs pour nous. Donc, c'est important d'en parler aujourd'hui. On va devoir mettre ça en place d'ici 1 an, bien moins d'1 an aujourd'hui. Donc, puis c'était bien à ce moment-là d'avoir des gens directement de Retraite Québec pour nous en parler. C'est sûr que par rapport à toutes ces différentes politiques-là, politique d'achat de rente, politique de financement, il y a des enlignements syndicaux à prendre, bien, à tout le moins à réfléchir. Donc, on pourra faire ça ensemble. On continue la discussion ce midi. Puis encore une fois, merci à vous deux pour votre présentation. Merci.